Enquête les cybercriminels. Avec leur écran et leur clavier, ils pillent des comptes en banque, ils volent des identités ou vendent des secrets industriels. Qui sont ces nouveaux délinquants qui se cachent derrière nos ordinateurs? Des chercheurs de failles, des casseurs de codes de sécurité, des faiseurs de virus. J'ai l'intuition que l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Et si je vous parlais d'un autre hacker, quelqu'un de civilisé, d'une manière même plutôt avancée? Et si je vous dis qu'il a une attitude alternative, une autre manière de penser, de réfléchir, d'appréhender notre société? Et si je vous dis que c'est lui qui changera la société de demain? Et ça donne une histoire un peu différente du hacker. Et elle commencerait comme ça. Alors, c'est vrai qu'on connaît bien les black hats, les white hats et les grey hats, etc. Des gens qui piratent derrière l'ordinateur, qui sont parfois on peut les appeler des cybercriminels en français. À mes yeux, le mot hacker il s'est beaucoup démocratisé. En fait, même on revient à l'origine du mot hacker. Et une des définitions qui me plaît, c'est celle de Tristan Nitto, qui est le fondateur de Mozilla Europe. Et c'était le fait de... C'est quelqu'un qui bidouille. Il y a le côté de bidouiller, le côté de détourner, le côté l'envie d'essayer de prendre quelque chose et d'en faire autre chose que ce pourquoi c'est conçu. Et pour moi, le hacking, c'est ça aussi. C'est cette définition assez ouverte et c'est surtout une réappropriation des choses et c'est un regard sur le monde. C'est quelqu'un qui va prendre un objet, en fait, qui va trouver une utilité à cet objet autre que celle pour laquelle il est prédestiné. Par exemple, le cas d'un trombone. Avec un trombone, tu peux ouvrir une porte. À la base, c'est pas fait pour ouvrir une porte, enfin une serrure, tu vois. Avec un trombone, tu peux faire plein de choses. Pareil, tu vois, il y a une émission où ils prennent des gens qui veulent devenir fashion designers. Ils prennent ces fashion designers et ils les emmènent dans un magasin de bricolage et ils doivent faire une robe avec justement des choses qu'ils trouvent dans le magasin de bricolage. Bah ça, tu vois, c'est une sorte de hacking. Parce qu'en fait, ils prennent des objets qui sont pas amenés en fait, à être portés. En français, on parle souvent de bidouilleur ou de bricodeur, quelqu'un qui bricole et qui du code ou qui bricole de l'électronique. Ouais, donc je pense que c'est une personne non standard qui peut être très professionnelle mais qui trouve des solutions inhabituelles et avec peut-être des méthodes peu chères, bricolées, bidouillées. People doing things that are playfully clever, which don't have to involve computers at all. Breaking computer security is a different thing, and to make the distinction, I prefer to call that cracking, because when I say that I'm a hacker, it doesn't mean I break computer security. And I want people to understand it. Being a hobbyist and taking your hobby seriously. Okay? So you can't be a hacker if you're a dilettante. If programming, for example, is something that you do, on Sunday afternoons and the rest of the time you don't think about it, then you're not a hacker. Someone who does what they do because they love it. Whether or not it makes the money, they're doing it because they love it. They're really into it. Whatever they're enthusiastic about, they learn as much as they can, and then they improve upon it, and then they share it with the world. The hacker drive represents the children in us. Children love to discover, explore, create something a little beyond what they could before. Cette éthique est née d'une contre-culture américaine des années 60-70, avec la motivation de réinventer les concepts de liberté et d'égalité. Alors cette contre-culture expérimente, teste de nouveaux modèles de société, alternatifs, plus égalitaires, plus horizontaux. Pekka Immonen, dans son ouvrage L'éthique hacker, définit même une attitude hacker, quelqu'un qui a un rapport alternatif à son travail, à l'argent, au temps. Elle recouvre une relation passionnée au travail, de l'ordre de la vocation, de la passion, du plaisir. Ok, donc un hacker ce serait un autodidacte, un passionné, un indépendant. Quelqu'un qui est désintéressé par l'argent. Mais alors, est-ce que cette éthique peut-elle influencer notre société de demain? Puis-je vraiment hacker la société? Since anything, no matter how cool, can be improved, we can hack anything. We can hack computers and electronics, of course, but also art and craft, math, science. You can hack yourself, society, the planet. We can and do hack anything.
L'avantage de notre génération, c'est qu'on a tout sur Internet. Il y a des super tutos sur YouTube pour apprendre l'histoire, les maths, le français, peu importe. Et je pense que ouais, c'est une bonne chose de s'en servir et que parfois, pour certains, ça va être une bonne chose d'être encadré et de rester dans une classe et d'apprendre avec d'autres gens. Mais je pense que pour d'autres, c'est plus simple de juste aller voir par curiosité en fait. Et d'apprendre de soi-même, vraiment. Quand Wikipédia est apparu, même si nos profs nous en parlaient mal, on a compris on commençait à comprendre que oui, on pouvait apprendre les choses autrement. Ça s'est complètement vérifié de toutes les manières possibles sur Internet. Alors déjà, bon, moi j'ai pas de diplôme, mais je pense que je voulais aller vite. Et clairement, le chemin pour aller plus vite, c'était Google pour moi. Google, Dribble, GitHub, ce que tu veux, c'était pour moi des plateformes beaucoup plus intéressantes pour apprendre vite. Et pratiquer vite. En France, en ce moment, dans la plupart des classes du primaire jusqu'à l'université, je vais le caricaturer, hein, mais je suis là pour ça. Hein. On enseigne exactement comme au milieu du siècle dernier. Il n'y a pas de vraie différence sur la manière de transmettre les messages. Le maître reste le maître. Il a toujours sa place sur l'estrade de la classe. Les heures de cours commencent à 8h et se terminent à 8h55. Et d'une manière générale, en France, l'acte pédagogique n'a pas été réellement modifié par le numérique. Pourtant, il devrait l'être. Et très largement. On ne transmet plus aujourd'hui les savoirs de la même manière qu'au siècle ou au millénaire dernier. Les savoirs, ils sont accessibles partout. Plutôt les informations sont accessibles partout. De là à en faire des connaissances ou des savoirs, c'est tout le rôle de l'école. Une fois qu'on a ces contenus disponibles, le rapport au savoir, il change effectivement. Puisque du coup, avec Wikipédia, on a un savoir qui est collectivement créé par des experts, mais qui s'autodésignent. Et puis, on a cet accès permanent. La vraie question, c'est, puisqu'on a ce contexte, qu'est-ce qui est intéressant que les enfants produisent en classe ? Est-ce qu'ils pourraient, par exemple, produire leur propre savoir ? Certains professeurs commencent à travailler avec Wikidia et font écrire aux enfants des articles d'encyclopédie. Et c'est les enfants qui doivent, entre 8 et 13 ans, repérer des sujets qui ne sont pas assez complets, améliorer ce sujet-là. Donc là, l'enfant passe de la posture d'absorbeur à la posture de « Ok, on va écrire nous-mêmes des choses qui seront utiles pour les autres ». Construire des connaissances qui sont des connaissances partagées, des connaissances co-construites entre le maître et l'élève. Alors cette dimension de la co-construction pédagogique de connaissances ou de savoir, de connaissances d'abord et de savoir ensuite, elle n'a pas encore complètement imprégné l'école, pas du tout même. Des gens qui ont compris ça, des maîtres, des professeurs qui ont compris ça, des gens qui au ministère ont compris ça, il y en a très peu, il y en a très peu encore, très peu. C'est dommage, tu vois, c'est dommage que j'ai pas été... J'ai beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui sont à 42, on a même des entrepreneurs qui viennent de 42 ici. Je trouve que 42, ils ont un modèle très intéressant. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font sur 42 qui sont... je trouve qu'ils sont des bons paris. Et le fait de mettre les élèves totalement en autonomie, le fait d'avoir un système qui est entièrement autogéré, je trouve que c'est des tests, des expériences qui sont vraiment intéressantes. Le système tel qu'il est structuré ne peut conduire qu'à fabriquer des gens standardisés. Or, l'industrie du numérique a besoin exactement du contraire, de gens individuels, capables de créer, capables d'inventer. Le deuxième point qui pose problème, c'est que ce système, aujourd'hui, il est en total divorce avec le fonctionnement des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes ont évolué, notre société a évolué, et elle refuse de plus en plus ce système totalement hiérarchique dans lequel on a un professeur qui va imposer une mode d'apprentissage, un mode de fonctionnement, des horaires, il y a des sonneries, on est très discipliné, on est limite à l'armée. En fait, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de prof. L'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. C'est-à-dire que genre, même au Nouvel An, il y aura des gens ici. Et en fait, tu as des mini-vidéos qu'ont fait des anciens membres du staff, en fait, de 42, et qui durent à peu près 3 à 5 minutes, et qui, grosso modo, vont pas te dire, genre, alors, faut que tu fasses ça, faut que tu cherches là. Non, ça va te dire, genre, faut pas que tu fasses ça. Sinon, la machine, elle va bugger. Ça non plus, c'est pas une bonne idée. Et voilà. Et juste, tu dois te débrouiller avec ça, mais ils te donnent des pistes, en fait. Et après, c'est à toi de chercher, en fait, et de réussir ton projet. Et ce qui est aussi super, c'est que, en fait, moi, je vois 42 comme un espèce de
super grand brainstorming, tu vois. C'est genre plein de gens qui ont des objectifs complètement différents, avec des niveaux complètement différents, mais qui vont tous s'assembler et créer quelque chose, en fait. Et chacun va pouvoir avancer petit à petit grâce à lui-même et grâce aux autres. Ce qui est un peu, finalement, Internet en soi. L'esprit de 42, c'est aussi ça. C'est genre, tu bloques sur un code, un morceau de code, et ben ton voisin, il va pas juste venir et te donner la réponse. Il va te dire, ah bah tiens, regarde là. Et il t'envoie un lien Internet. Et c'est à toi de lire, c'est à toi de chercher et de trouver la réponse. Et du coup, t'es beaucoup plus fier aussi quand tu réussis. Je pense que ouais, l'éducation devrait genre plus s'inspirer de ça. Dans tous les enseignements professionnels ou techniques, il y a un grand nombre d'enseignements qui ferment parce qu'il n'y a plus de candidats, parce qu'il n'y a plus de métiers. Les métiers auxquels on avait cru, on avait même acheté des machines-outils pour faire ça. Il y en a plein là-bas sur les... Et toutes les collectivités ont acheté ça, mais il y a plus on n'a plus d'élèves dans ces enseignements-là, parce qu'il n'y a pas, les métiers ont disparu, ou les métiers disparaissent. Donc il va falloir en former d'autres. Et cette réactivité-là, elle va devenir compliquée pour l'école. L'école, je pense, devra aussi se décharger en partie de la dimension de la formation à des métiers. Je ne sais pas qui prendra en charge, peut-être au-delà de l'école, des gens qui, sur le modèle peut-être de l'école 42, formeront aux nouveaux métiers, de manière beaucoup plus réactive. Oui, c'est peut-être ça. En fait, j'aime tellement ce que je fais que pour moi, en fait, les jours n'ont plus vraiment de structure. C'est-à-dire qu'en fait, dans le sens où, pour quelqu'un qui va au lycée ou même en études supérieures, bah t'as des cours de telle heure à telle heure, tu sais que c'est pas le dimanche ni le samedi en général, enfin tu t'es structuré comme ça dans ta semaine. Moi, je vais venir bosser le dimanche, je vais venir bosser un jour férié. Je vais même pas me poser la question en fait. J'ai juste envie de me dire bah j'ai envie de réussir mon projet, donc j'y vais, donc je vais bosser et voilà. Et alors la troisième mission de l'école, qui me paraît celle sur laquelle elle doit se recentrer, c'est celle de la formation du citoyen numérique de demain. Celle d'un citoyen éclairé, qui a acquis une culture de son temps, on peut l'appeler culture numérique, mais la culture de son temps, qui lui permet de s'adapter aux nouveaux métiers qu'on lui proposera, aux nouvelles places qu'il va pouvoir trouver dans la société. Ça ne sera pas forcément des métiers d'ailleurs, parce que le travail, lui aussi, va sans doute se transformer. De manière traditionnelle, il va se transformer. Donc voilà, la nouvelle place qu'il trouvera. En tout cas, plein de culture générale avec plein de citoyenneté dedans. Voilà mon sentiment. L'école de demain, ce sera ça. Aujourd'hui, il y a deux types d'écoles. Tu fais des études soit pour acquérir des connaissances et du savoir, ou tu fais des qui sont de la culture générale en fait, qui vont te servir dans ta vie, à t'émanciper. Et tu as des écoles et des études qui vont te servir à avoir du boulot et avoir des connaissances techniques, pratiques, qui vont te permettre de produire des choses derrière. Donc je dis pas qu'il y en a une qui est plus mauvaise que l'autre, je pense que les deux sont nécessaires. Je pense que savoir produire de la connaissance c'est nécessaire, savoir produire des choses factuelles aussi. Mais voilà, les nouvelles écoles aujourd'hui elles sont tournées exclusivement sur du savoir-faire pour et designer en fonction des besoins qu'on connaît des entreprises. Code error infected by capitalism. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Details. Aujourd'hui, tu as des ados qui, quand tu leur offres un ordi, à Noël, ils prennent leur ordi, ils le connectent sur Internet, ils vont sur Facebook et ça y est, leur ordinateur fonctionne. Parce qu'un ordinateur sans Internet, pour eux, ça ne sert à rien du tout. C'est obsolète, c'est inutile. Et encore moins s'il n'y a pas de navigateur Internet. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on a des jeunes générations qui savent se servir d'un navigateur, des outils numériques, que ce sont des hackers et des cracks de l'informatique. Beaucoup moins en fait, en vérité, que des gens qui ont connu l'époque où tu avais juste ton ordi et c'est tout, quoi. You see? Look at this. Ike has all his friends over and they're just sitting around on their own computers barely talking to each other. Ike is watching PewDiePie play Dragon Age. I'm going We're not being grandpas. Your guys' stuff is just seriously lame. Our generation stuff is cool. Oh my God, I killed him. Dans l'héroïsation un peu idiote des digital natives, il y aurait cette idée que les gamins savent tout faire avec les technologies, qui sont très doués, etc., etc. Ce qui ne se voit pas du tout dans les enquêtes. D'abord, ils ne sont pas très si doués, ils sont agiles.
Hein, mais l'agilité, c'est autre chose. Ils savent passer d'un service à un autre, ils savent décomposer leur attention, ils vont à toute vitesse pour taper, voilà. Mais cette agilité, c'est pas une exploration. Le hacker, son truc, c'est d'aller dans le système pour le bricoler, pour le tordre, pour le transformer, pour le faire jouer contre lui-même, pour l'ouvrir. Et hack, c'est une œuvre d'imagination. À la fois, ça capte énormément de notre attention. C'est-à-dire qu'on a Internet est partout, sur nos téléphones, sur notre laptop, sur notre télé, sur nos objets. Donc on est constamment connecté, quasiment qu'au même produit. Et en même temps, quand on y est, on a beau être complètement dépendant de ça, on a une faculté d'attention au sujet et aux choses qu'on regarde et aux choses qu'on lit qui est vachement réduite par rapport à avant. Ouais, des vidéos sur YouTube qui durent plus de 5 minutes. L'état d'Internet aujourd'hui et l'état d'autrefois, c'est que les valeurs changent complètement. Et si on n'a pas été dans la transformation d'Internet, c'est sûr qu'il peut manquer... En fait, quand on se construit avec Internet, ce ne sera plus la même chose, quoi. Le web n'est pas complètement fermé dans ses potentialités, mais ses potentialités sont utilisées par un tout petit public. Alors que le grand public, il est enfermé dans cette machine-là. Donc cette culture qui était une espèce de fondement de l'Internet, elle s'est faite complètement appropriée par les entreprises néolibérales du numérique, en fait. Et à tous les niveaux, je pense. Ouais, on n'y a pas gagné, en fait, au change. C'est-à-dire que cette idéologie, cette culture, elle a fait ses preuves, en fait, mais elle a été récupérée par les entreprises privées, néolibérales, qui s'en servent aujourd'hui à des fins privées. Et pas, même si tu veux, l'espèce de redéfinition du temps de travail qu'il y a eu avec les logiciels libres, où les gens pouvaient collaborer un peu où ils voulaient, quand ils voulaient, sur le temps qu'ils voulaient. Aujourd'hui, tu prends une entreprise comme Google, les mecs, ils viennent bosser quand ils veulent, ils ont du temps dans leur contrat qu'ils peuvent allouer à des projets perso et que Google après se sert pour ses propres fins. Et donc ils ont cette liberté totale, en fait, quasiment de travail. Mais quand tu regardes les études, en fait, c'est des gens qui prennent plus de vacances, par exemple. C'est des gens qui dédient leur vie, en fait, à Google, finalement. Et du coup, ils n'ont absolument pas gagné en émancipation personnelle. Comprendre ce que fait le système technique a été pensé quand même pas mal dans le design Apple, on va dire, comme étant seringue hypodermique, même chose, comme étant quelque chose... Si les gens comprennent, ça détruit la simplicité magique de l'expérience et de l'effet waouh. Hein. Et donc on a pensé que c'était l'un contre l'autre. Il faut bien comprendre que rien de tout ça n'est magique. La magie n'existe pas. Ça n'est jamais magique et c'est toujours accessible. Après, on ne peut pas être expert en tout et on ne peut pas savoir tout faire, mais dans notre monde, le meilleur moyen de s'assurer que vous soyez passif et soumis face à un univers qui essaye de vous contrôler et de vous diffuser de l'information, c'est de faire en sorte que vous ne compreniez pas comment ça marche, pour que vous ne puissiez pas agir dessus. En fait, le mode par défaut de la culture informatique au départ, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que les premiers codes, ils étaient donnés avec les machines, même les grosses entreprises, et on connaît bien l'histoire d'IBM, qui ne voit pas la valeur finalement pour elle de l'OS, qui achète l'OS à Microsoft, et Microsoft fait un deal incroyable. So we can get you an operating system. What kind of operating system? It's called DOS. Of course, we don't just want to sell it to you outright. We want to be able to license it to you. You want to retain ownership? Right. Well, the profits are in the computers themselves, not this software stuff. This is amazing. But not just amazing, it's historic. Bill Gates is the richest guy in the world because of what started in this room. Donc, si Stallman invente cette question du logiciel libre, c'est parce qu'effectivement, au fur et à mesure des années, on a vu le logiciel devenir quelque chose qui se referme, des boîtes noires, et qui est sur nos propres machines, dans nos propres maisons, et auxquelles on n'a pas accès, et qui fait des choses sans qu'on le sache. My project is to make all software free.
So who gives the instructions to your computer? You might think it's you when really it's someone else. Votre lecteur de DVD refuse de passer la pub. Et c'est votre lecteur de DVD à vous qui est dans votre salon, sous votre télé. Vous lui dites « zappe cette merde », il ne veut pas. Moi je vous prédis que d'ici peu, votre téléviseur refusera de zapper pendant la pub. Refusera de baisser le son pendant la pub. With a program, there are two possibilities. Either the users control the program or the program controls the users. There's no other way, so it's always one or the other. When the users control the program, we call that free software because it respects users' freedom. What is freedom? It's having control of your own life. Internet est en train de prendre une place vraiment centrale. Et cette place centrale, pour moi, justifie qu'on se réapproprie le fait de savoir comment il marche. En fait, la raison qu'on a de transmettre cette culture du hack, c'est-à-dire d'ouvrir les boîtes noires, de regarder comment ça marche, de changer l'usage aussi des choses. Donc du coup, si jamais on ne prend pas cette habitude de les ouvrir, de regarder comment ils fonctionnent, de les détourner, d'un point de vue sociétal, on se retrouve avec un petit groupe de scribes, les développeurs qui sont pour la majorité, enfin qui sont ceux qui ont le plus d'impact et qui définissent nos vies, ils sont à San Francisco, quoi. Donc un petit groupe de quelques milliers de développeurs à San Francisco qui du coup écrivent pour nous la manière dont fonctionnent nos vies et nos sociétés. Il est important, je crois, d'avoir un usage raisonné des outils et un usage raisonné des outils tels qu'on nous les présente pour s'en emparer d'une manière citoyenne et intelligente. Et éviter de faire ce qu'on veut faire de nous, ce qu'on veut faire des élèves, peut-être, enfin ce que certains imaginent faire des élèves, des usagers, consommateurs, et pas des citoyens. Il faut construire une nouvelle citoyenneté numérique qui soit empreinte de cette raison numérique, de cette rationalité numérique que je soutiens moi. Dans ce moment d'apprentissage, il faut qu'on comprenne ce qu'ils font, il faut qu'on explique ce qu'ils font, il faut que les utilisateurs soient mieux conscients de ce qui se passe, et étant mieux conscients de ce qui se passe, qu'ils aient des ouvertures tactiques et stratégiques pour arriver à contre-agir, hein, avoir comme dirait Michel Foucault, des contre-conduites. Jamais eu autant de questions sur l'Internet libre et ouvert ou sur les logiciels libres que depuis qu'Edward Snowden a révélé que les États-Unis espionnaient la totalité de la planète et étaient d'accord avec un grand nombre de gouvernements occidentaux pour espionner le bout qui leur échappe. Ça fait que les gens commencent à se dire ok, finalement, mon copain barbu un peu débile qui est fou d'ordinateur et qui me dit mais tu devrais chiffrer tes mails parce que tout est espionné, rends-toi compte. En vrai, il n'est pas parano. Il est juste mieux informé. Donc évidemment, la culture du hack là-dedans, c'est une culture de l'appropriation, comme on dit, et de l'empowerment, l'encapacitation, comme on dirait au Canada. L'encapacitation des enfants, des adultes, face à ces technologies-là, face à ce code, face à ces algorithmes. Oui, donc oui, c'est important. Pourquoi? Parce que ça donne une encapacitation, ça donne une capacité à s'autonomiser et à ne pas être entièrement dépendant de choses qu'on ne comprend pas. La réappropriation, c'est le fait que les gens ont le pouvoir sur plein de choses. Leur vie, leur façon de consommer, leur quotidien, la rue, les supports numériques, etc., etc. Donc il y a un retour à l'appropriation du monde, comme si ce monde-là nous échappait en quelque sorte. Depuis tout petit, je suis comme ça, je veux comprendre comment ça marche. Et la première étape, c'est que je vois un truc comme tout le monde, le dernier machin à la mode qui apparaît, et je fais « Oh, c'est génial !» Et en général, dans la minute qui suit, c'est « Comment ils ont fait ?» Étudier. Il faut cette obsession de comprendre, hein, ne pas se laisser avoir par un système qui nous rend des services, mais dont on ne comprend pas comment il a fait pour nous rendre ce service. Pourquoi Google a classé comme ça les informations? Qu'est-ce qui fait qu'on me recommande ça? Mais quelle est la donnée qui a été prélevée sur moi? Est-ce que je ne peux pas la truquer? Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Le fait d'être un lanceur d'alerte, c'est aussi une posture sur le monde. Ils auraient pu garder ces informations-là. Le fait de détourner, de se réapproprier, c'est aussi une posture sur le monde. Et c'est cette posture-là, je pense, qui est belle à donner, à contaminer, pour que chacun puisse aussi se réapproprier pour faire le bien, pas forcément juste par souci personnel, mais pour aussi essayer de partager. Et je pense que il y a différentes façons pour essayer de provoquer les gens à tenir cette posture de hacker en quelque sorte. Hacking
is taking what is, improving upon it to the best of your ability, and sharing it. Il faudra hacker pour comprendre, hacker pour apprendre, hacker pour être libre, hacker pour créer, pour construire, pour réfléchir, pour vivre. Hacker pour redevenir acteur d'un monde plus juste et plus libre. Il incombe à vous de prendre le contrôle. Hoarders can get piles of money, that is true. Hackers, that is true. But they cannot help their neighbors, that's not good. Hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore. Hackers evermore. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free.